Tout le monde, comptez-vous un peu? Comptez 1, 2. On l'attendait ce chiffre d'inflation pour nous donner à manger, retrouver cette volatilité. Ça s'est pas passé comme nous l'attendions. C'est parti, on n'est pas là pour sucer les glaçons. Après un chômage aux États-Unis, je le rappelle, qui était complètement ouf la semaine dernière. Et oui, le chômage est moins important que prévu, les créations d'emplois sont nettement meilleures qu'attendues. Sauf qu'on a toujours une pression inflationniste avec une hausse des salaires supérieure à ce qu'on attendait. La question à laquelle les marchés voulaient avoir la réponse cette semaine, c'est la Fed va-t-elle faire encore 3 baisses des taux d'ici la fin de l'année, sachant que je rappelle qu'il reste 2 réunions. Eh ben ça tombe bien puisque cette semaine, la réponse à la question, on l'aura avec le chiffre d'inflation. Alors, on attendait 2,3% d'inflation contre 2,5% d'inflation le mois dernier. Je rappelle, c'est sur 12 mois glissants. Eh ben, finalement, non, ce sera 2,4%, donc supérieur à ce qu'on attendait. Les marchés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont empressés pour réviser leur anticipation de baisse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Non plus 3 baisses des taux, mais seulement 2 baisses des taux. Je rappelle quand même qu'une baisse des taux égale 25 points de base. C'est pour ça que j'ai dit du coup 50 points de base de baisse des taux, sachant qu'actuellement ils sont à 5%. Et ils étaient à 5,5% avant que la Fed enclenche son pivot au mois de septembre. Effectivement, pour le mois prochain, nous attendons, en tout cas les marchés attendent 0,25% de baisse de taux d'intérêt contre 0,5% jusqu'à présent. Et donc une deuxième baisse de 25 points de base en décembre, ce qui fait 2. Les dot plots se sont actualisés, ce sont les membres du FOMC qui estiment à quel niveau seront les taux d'intérêt en 2024, en 2025, en 2026, en 2027, en 2172, avec quand même une décision, et ça on l'a su cette semaine avec les minutes du FOMC, une décision qui n'a pas été tout à fait unanime concernant la baisse des taux du mois de septembre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé du coup sur les marchés? Quelle a été la réaction des marchés vu que l'inflation était supérieure à ce qu'on attendait et que la Fed va pas faire 3 baisses des taux et 2 baisses des taux? Le coût de l'argent baissera moins fort que ce qui était anticipé, donc moins d'investissement, moins de consommation, moins de croissance, et ben réaction du marché, hausse du dollar américain, hausse du taux à 10 ans aux États-Unis, hausse du VIX. Je rappelle que le VIX c'est l'indice de la peur mesuré par la volatilité implicite sur les options du SP500. J'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, hop, tu tapes VIX et tout. En gros, c'est la peur du marché. Voilà. Et plus ça monte, plus le marché il a peur. Je simplifie à l'extrême. Hausse de l'or, hausse des indices US. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Il y a à peu près, non, il y a d'autres trucs qui montent ou Nvidia qui monte. Bah oui, putain merde, j'ai oublié. Voilà, donc bienvenue, messieurs dames, dans le monde des. En vrai, sur le moment de la publication du chiffre d'inflation, il n'y a eu quasiment aucune réaction de marché. Alors, on oublie tout ce qui est bougie 5 minutes, tout ça. Le dollar américain a même essayé, oui, je ne mens pas, il a même essayé de baisser après la publication du chiffre. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Non, mais des fois, le marché, faut pas chercher à comprendre les réactions comme ça. Putain, tu te dis, mais bordel, ça sert à quoi de regarder tous ces chiffres si c'est pour à chaque fois faire des trucs complètement débiles? Finalement, le dollar américain s'est ravisé quelques heures plus tard et ceci fait mon bonheur et le bonheur de mes positions à la vente sur l'euro-dollar dont je vous ai partagé mon exposition et ce pourquoi je vendais entre 1,11 et 1,12 sur cette grosse borne hebdomadaire qu'on a depuis maintenant moult mois pour ne pas dire années. Je vise toujours le milieu de ce range hebdomadaire autour des 1,0860 avant de viser plus ambitieux, 1,05, 1,06. Ça n'a donc pas changé et ce tant qu'on reste sous les indices 0,00000000000, tant qu'on reste là en dessous, on est toujours dans une pression baissière, dans un flux baissier. Donc je conserve bien évidemment mon plan et j'essaye même d'ailleurs de le charbonner quand bien même la volatilité est quasiment inexistence de partout. L'or, quant à lui, s'arrondit malgré, et on va dire, non, pardon, pardon, je vais trop vite. L'or s'arrondit et tient le choc malgré la remontée fulgurante du dollar américain. Logique, en tout cas la réaction du dollar américain. Alors pourquoi l'or tient? Probablement lié au conflit géopolitique qu'on a en cours. Et les indices américains, eux, ne veulent rien savoir. Que dalle, hop, il reste coaché tout là-haut, perché. Putain, à force de gigoter dans tous les sens, ma montre m'a dit que j'ai déjà fait 13 530 pas. Tu vois, je mens pas. Du coup, quand je fais comme ça, en fait, c'est comme si je faisais des pas, c'est ça.
Donc les indices américains restent coachés au plafond sans pour autant accélérer. On est toujours sur le SP500 proche de la borne haut de ce long canal ascendant. Donc oui, nous sommes toujours dans une tendance de fond qui est haussière. Je vous avais dit dimanche dernier, j'avais commencé à mettre un petit orteil à la vente parce que je commençais à avoir des débuts, mais c'est vraiment des débuts, des prémices de signaux baissiers, mais c'était uniquement sur des unités de temps horaires. Donc tant que le marché ne me donne pas vraiment raison en passant sous des niveaux clés, en l'occurrence au moins les 5750, 5725 et même les 5700 points, tant qu'on ne s'installe pas là en dessous, on a toujours une polarité qui est positive. Ça veut dire qu'on est toujours dans des tendances haussières. Donc c'est pour ça que les prémices de signaux baissiers, j'y vais vraiment light dans un premier temps. Quand bien même, je rappelle qu'il y a 3 mois, j'avais vendu, c'était au mois de juillet, le SP500, je l'avais charbonné à l'avance, il avait perdu 10%. C'était pareil d'ailleurs au mois de septembre, il avait perdu 5%. On est plus ou moins sur les mêmes niveaux. Je suis pas très à l'aise à payer ces niveaux-là, mais pour autant, on est toujours dans des tendances haussières. Donc voilà, je recharbonnerai uniquement. Déjà, si on passe sous les 5750, je me poserai la question pour renforcer mon exposition. En attendant, pas grand chose à faire, parce que la volatilité est écrasée. Le Russell 2000, qui je le rappelle est l'indice des petites capitalisations aux États-Unis, lui est coincé dans ce range. Alors des fois il perd 12% en 3 jours, puis après il les reprend. Puis après il perd 8% en 3 jours, puis il les reprend. Bref, ça transpire quand même la visibilité. Franchement, en fait, ça me fait un peu penser à des grosses mains qui tiennent le marché en cette fin d'année à l'approche des élections américaines qui peut-être décanteront toute cette situation et nous apporteront la volatilité qu'on attend. Peut-être qu'ils veulent plus rien faire d'ici la fin de l'année. Ils se sont dit allez hop, on part en vacances 2-3 mois, on verra aux élections américaines et s'il se passe rien aux élections US, on verra après Noël parce qu'après, faut aller éplucher la dinde. Éplucher, non, pas forcément l'éplucher, mais déjà, on fait ce qu'on veut. Alors oui, sous couvert que les élections américaines approchent, peut-être que le marché ne fait rien. Et d'après des études qui ont été réalisées sur les réactions de marché dans le passé en fonction de si c'est démocrate, républicain, et bien finalement, un split, genre une mésentente entre démocrates, républicains, une division entre les deux, eh bien c'est là où le SP500 fait sa meilleure performance. Plus c'est le bordel, plus c'est mieux. Non, plus c'est mixé, c'est ce que je voulais dire. D'ailleurs, tiens, je vous pose la question en commentaire, votre avis. Voilà, votre avis sur le marché en ce moment. Qu'est-ce que vous faites? Sur quoi vous vous concentrez? Vous achetez? Vous vendez? Vous faites rien? Vous avez des positions et vous attendez que ça bouge un petit peu plus? Vous êtes saoulé? Vous êtes content? Et salut, c'est Marcel, Trading, Formation, Crypto, Nasdaq. Moi, je suis content, toujours content. Je vais vous montrer ma stratégie. Par exemple, tu prends n'importe quoi. Oh putain, c'est quoi ça? Oh là, c'est quoi ça? Attends. Et voilà, indicateur numéro 1. Ça, c'est pour relativiser. Ensuite, c'est facile. Tu prends ce que j'appelais la bande de Marcel. Trace de droite. Tant que c'est entre là et là, tu achètes. On s'en fout, là, le pourcentage, et de rien. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, ce qui permettra d'échanger sur des avis qui peuvent être tout à fait divergents. Et en parlant de SP500, 20% de la hausse du SP500 les 3 derniers mois est représentée par Nvidia. D'ailleurs, 8 actions représentent à elles seules, plus de 50% de tout ce qui se passe sur le SP500, concentré en 8 actions. Je sais pas si tu rends compte, je trouve ça plutôt sain comme situation. D'ailleurs, Berkshire Hathaway, lui, a encore vendu de son exposition et de ses actions de Bank of America. Il en a vendu pour plus de 13,5 millions d'actions, ce qui représente à peu près 550 millions de dollars. Il fait 550 millions de dollars de cash en plus dans la poche du coup. Ceci dit, sur Bank of America, il en a encore en termes d'actions plus de 30 milliards de dollars. Donc c'est un petit TP. Petit TP, on prend 550 barres, Ah mais on en a encore 31 milliards. Bon, c'est bon. C'est un TP1 sur 28. En Asie, les marchés asiatiques étaient fermés pour une semaine. On a eu une hausse fulgurante, notamment du HSI, l'indice Hang Seng, qui a perdu 10% en une journée après en avoir pris 30. Le CSI 300 a corrigé lui aussi, mais reste toujours en hausse de 20% sur un mois. Pourquoi correction ? Petite déception à cause des nouvelles annonces de dépenses budgétaires. Et puis en Europe, cacophonie
sur le CAC. J'ai fait un petit jeu de mots, pas très drôle, hein, je vous l'accorde, mais bon, j'avais que ça sous la main. En même temps, c'est normal, le CAC était fermé cette semaine. Ah non, merde, il a vraiment bougé là. T'es sûr? Il a bougé? D'accord, moi j'ai pas vu en fait. Le CAC est revenu sous les 7600 points, je vous en avais parlé ces dernières semaines, hein, j'avais allégé mon exposition vendeuse parce qu'on s'était installé au-dessus et on était sorti par le haut de ce range au-dessus des 7700, on l'avait réintégré, je l'avais revendu. Aujourd'hui, tant qu'on est sous les 7600 points, aucune question pour le moment, je me pose. Je garde mon exposition à hauteur de 2/3 d'une exposition swing que je souhaite sur l'indice. Sous 7475, là, j'aurai à nouveau un signal de dégradation supplémentaire, ce qui me permettra d'augmenter encore un petit peu plus mon exposition. Ça fait 3 mois qui traîne entre 7003 et 7007. Je reste donc toujours avec cette casquette rouge qui est là, voilà, casquette rouge sur le CAC, puisqu'on est toujours dans cette tendance de fond baissière depuis maintenant plusieurs mois. Je vous rappelle, j'avais vendu de 8200 jusqu'à 7300, j'avais sorti, j'avais revendu à 7007. Je continue donc dans ma ligne directrice. Et ça tombe bien parce que semaine prochaine, il y aura peut-être un petit peu plus de volatilité que cette semaine. On aura les taux de la Banque Centrale Européenne qui devrait encore baisser. Je rappelle que la Banque Centrale Européenne a commencé déjà à baisser ses taux d'intérêt avant même celle de la Réserve fédérale américaine. Le DAX, lui, il tient toujours sa moyenne mobile à 20 jours. Il n'a pas réintégré le range dans lequel il a été depuis plusieurs mois. Il faudra quand même surveiller pour la semaine prochaine. S'il s'installe sous 19 000 points, ce sera un premier signal d'alerte. Pour le moment, il n'y en a pas. Nous allons arriver dans les 2 dernières semaines du mois d'octobre et oui, en quoi c'est important? Parce qu'on a quand même plus de 33% des entreprises de l'indice SP500 qui vont publier. C'est les 2 plus grosses semaines de publication de cette fin d'année. Il faut savoir que en règle générale, à l'approche des publications d'entreprises, les estimations des analyses baissent. Et une fois qu'elles sont publiées, ils les réaugmentent. Quelques chiffres concrètement. Au 1er juillet, la croissance donc des bénéfices par action était estimée à 7,2%. Et aujourd'hui, elle est à 3,1% seulement. Donc tu vois, on est passé de 7,2 à 3,1, qui fait une baisse de 4 points de pourcentage, même un peu plus. Alors les révisions les plus importantes, c'est surtout lié au secteur de l'énergie, puisque les cours du pétrole se sont boités de 20% en 2-3 mois. Tiens d'ailleurs, en parlant de pétrole, parlons Tesla. Tesla a connu le meilleur trimestre de son histoire pour les ventes de ses véhicules en Chine. Et du coup, son usine de Shanghai, les ventes ont encore augmenté pour le 3e mois consécutif. Belle perf, sachant que cette semaine, il y avait eu un énorme événement qu'Elon Musk a organisé autour de son robotaxi Cybercab. Et nous avons eu le plaisir de rencontrer également Optimus, le frère de Maximus Decimus Meridius. Un petit peu plus robotisé par contre celui-là. Pour le moment, il est quand même assez resté très vague sur tout ce qui va se passer, les prix et tout. Visiblement, robotaxi, 30 000 balles. Le robot, je crois qu'on est à peu près à cet ordre d'idée aussi. Bon, à confirmer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. En tout cas, événement très attendu et particulièrement spectaculaire quand même. Nous avons également Taiwan Semiconductor qui a publié 39% de hausse de son chiffre d'affaires trimestriel. Alphabet, la maison mère de Google, là ça va moins bien. Elle ramasse de moins 20% entre le mois de juillet et le mois de septembre. Là ça remonte un petit peu, mais ça reste quand même assez mollasson. Et oui, parce que Alphabet a reçu l'ordre d'ouvrir son système d'exploitation Android, ce qui permet du coup à ses concurrents de créer leur propre marché d'applications et système de paiement pour concurrencer Google Pay. Concernant le marché des crypto-monnaies, on reste toujours dans un marché mollasson, ça monte, ça rebaisse, ça rebaisse, ça remonte. Donc je continue tranquillement à acheter en bas de ces gros ranges qu'on a, alléger quand ça remonte, 20, 30, 40, 50%, ça dépend certaines cryptos. Faut savoir au travers de ce graphique que dans un bull market, généralement, alors on fait toujours des projections par rapport au précédent bull market, aujourd'hui la correction qu'on a sur le Bitcoin est très faible comparé au dernier bull market qu'on avait. Et on voit très bien que le Bitcoin, il tient entre 54 000, allez, 70 000 au max là-haut depuis maintenant plusieurs mois, depuis le mois d'avril. Donc il reste très solide par rapport à ses pairs, pour ne pas dire concurrents. D'ailleurs, sa dominance augmente. Ce qui montre effectivement toujours sa force par rapport à ses homologues. Nous avons sur la capitalisation totale toujours ce plafond de verre à 2200 milliards de dollars, bordeaux d'un canal descendant, tendance secondaire toujours baissière, dans une tendance de fond primaire qui reste haussière et il faut passer ce plafond de verre là pour déclencher un bull run. Bon, beaucoup estiment que c'est après les élections américaines que ça va partir. Moi, je doute quand même de cette théorie parce que si c'était vraiment vrai, entre nous, si on était sûr que ça partait après les élections américaines,
Qu'est-ce que tout le monde ferait? Eh ben, on achèterait tous avant parce qu'on va pas payer une fois que le marché a pris 20%. On anticipe. Efficience des marchés. Là, aujourd'hui, on n'est quand même pas en méga bull run. Donc, je doute quand même de cette théorie, même si bien évidemment, j'espère me tromper et je le souhaite. L'Ether, lui, est toujours relativement faible. Donc, la seule chose à faire aujourd'hui, à part d'attendre en gestion active nos zones basses pour pouvoir repayer les zones hautes pour pouvoir réalléger, éventuellement, pour vraiment les très actifs, travailler les plus forts du moment, les 2 stars parmi les 50 plus grandes cryptos en termes de capitalisation au monde, Tao et Sui, qui sont très forts. Donc, tant qu'elles sont au-dessus de leur MM50 4 heures, on peut continuer à les travailler de manière active. Quant aux autres, Solana, STX, on va toutes les faire. BNB, Cake, ICP, elles sont toutes dans des ranges, on est plus ou moins au milieu. Il faut rester patient, enthousiasme préservé. Et avant de nous quitter, après que vous ayez mis un petit pouce vers le haut, merci beaucoup, et vous êtes abonné si vous découvrez à peine la chaîne, vous dire tiens, je vais m'abonner, en plus c'est gratuit, c'est vachement bien, je reçois les petites notifications, j'active la cloche, bam, il y a des vidéos en cours de semaine. La grosse vidéo d'ailleurs sur la partie crypto, si ça vous intéresse, je l'ai publié mercredi soir. Merci d'ailleurs au passage à tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire mercredi, messieurs, dames. Voilà, ouais, je sais, un cap est franchi, que dis-je, une péninsule. Ça va, non mais je le vis bien entre nous. Non mais, enfin... Non, je repars complètement dépression. Non, non. J'avais un petit message à faire passer. Écoutez bien vos oreilles. Alors, marché, si tu m'entends, rends-nous la vol qu'on aimait tant. Je sais que tu testes notre psychologie, mais à un moment donné, ça suffit. La discipline, tu nous imposes. Ta schizophrénie, j'en ai ma dose. Chercher, se remettre en question, c'est pas ça le problème. Tu me diras, c'est peut-être aussi pour ça qu'on t'aime. Bise, bon dimanche. C'est dimanche, c'est pas tout, mais ciao.